Qu'est-ce que vous retenez de cette première année à la tête d'une école ? Je retiens qu'on a mis le pied dans la porte, ça c'est indéniable, avec plusieurs succès, puisque nous avons une petite centaine d'étudiants, une cinquantaine d'enseignants, des locaux, une revue, un cycle de conférences, voilà, une réputation qui s'installe d'une certaine manière, et puis beaucoup de projets de développement, puisque d'ores et déjà une dizaine d'étudiants qui ont passé les jurys pour l'année prochaine, une dizaine d'autres qui ont postulé. Donc en tout cas, la certitude que l'ICEP répond bien à un besoin. Et surtout une satisfaction personnelle et entrepreneuriale importante. L'ICEP s'inscrit clairement dans une démarche d'alternative, entre guillemets, ça veut dire contre le progressisme, contre le politiquement correct. En fait, est-ce que vous avez l'impression justement que cette mayonnaise-là prend en fait et que l'ICEP répond vraiment à un besoin ? Est-ce que ce besoin, vous le rencontrez dans votre parcours de directrice ? Pour moi, ce qui est certain, c'est que je vois une forme de continuité entre mon engagement passé et ce que je fais aujourd'hui à l'ICEP. Alors, l'ICEP elle-même n'est pas du tout dans un cadre politique électoral ou partisan, mais c'est une sorte de combat culturel, d'une certaine manière. Je pense qu'il faut l'assumer comme tel, qui vise plusieurs objectifs. Le premier, c'est vis-à-vis évidemment de nos étudiants qui sortiront diplômés l'année prochaine, qu'ils soient insérés professionnellement et qui demain deviennent, je l'espère, des dirigeants, des décideurs politiques ou économiques qui vont se mettre au service de la cité. Le deuxième objectif, c'est d'apporter une sorte de bouffée d'oxygène, une alternative en fait à un système universitaire qui est malheureusement pour une grande partie très uniforme idéologiquement, voire parfois militant, voire même sectaire, en particulier dans les sciences sociales, qui sont finalement pris en otage dans différents délires indigénistes, décoloniaux, néo-féministes, dans les espèces de luttes intersectionnelles, comme on appelle ça maintenant, qui sont de plus en plus virulentes, avec parfois la mise au ban d'un certain nombre de personnalités, des pièces de théâtre annulées, des conférences annulées. Voilà. Donc je pense que face à ce phénomène qui est très inquiétant, parce que le monde de l'université et de la recherche devait être un lieu de liberté, d'opinion, d'expression, de réflexion, de débat, l'ICEP est là humblement pour essayer de remettre un peu d'équilibre et elle, au contraire, faire de cette école un exemple de pluralisme intellectuel, à la fois dans ses programmes, où on étudie vraiment des auteurs, des courants très variés, de gauche comme de droite, mais aussi dans ses invitations, dans ses conférenciers. Il n'y a pas ici de personnes interdites sous prétexte de morale ou de bons sentiments. On a vu énormément de journalistes présents pour cette conférence de presse, des journalistes de la presse nationale, ce qui est extrêmement rare pour une école qui n'est pas à Paris. À quoi vous attribuez cet intérêt médiatique national pour l'ICEP que vous dirigez ? Je pense que déjà, beaucoup ont compris que cette école portait un engagement qui avait du sens bien au-delà du simple projet pédagogique, la façon dont elle s'inscrit justement dans ce fameux combat culturel, dans ce qu'elle renvoie aussi des carences dans la formation de nos élites, dans ce qu'elle renvoie dans les carences de la liberté d'expression et d'opinion dont on parlait tout à l'heure. Elle est intéressante. Il est vrai aussi évidemment que la présence que j'ai à l'intérieur et le fait que beaucoup de gens projettent éventuellement des choses politiques sur moi, n'y est pas étranger, mais c'est aussi l'originalité de ce que nous sommes. Enfin, je veux dire ça qu'en France, le fait que puisse s'installer une école assumée comme conservatrice, c'est-à-dire en tout cas adepte à conserver notre héritage civilisationnel, c'est assez atypique. Et puis le fait qu'elle fonctionne, qu'elle se développe, l'est d'autant plus. Donc je pense que c'est un petit coup de pied dans la fourmilière qui intéresse. Est-ce que cette école donc participe à redéfinir ce conservatisme que vous avez essayé de définir sur LCI il y a 2 semaines de ça ? Alors, cette école n'a pas de rôle politique, électoral, ça c'est important quand même de le rappeler. Néanmoins, c'est un lieu de débat et de réflexion. C'est ce qu'on fait avec le pôle de recherche qui est en cours de développement, avec la revue de l'ICEP. Et donc, c'est vrai qu'à partir de là, tous les grands défis, qu'ils soient technologiques, politiques, géopolitiques, sociaux, économiques, sont traités, sont abordés. On est une école de sciences politiques, donc c'est logique. Néanmoins, c'est une école conservatrice en ce sens que, elle tente à conserver et à transmettre un certain nombre de choses dans notre héritage culturel pour permettre justement la véritable émancipation, parce que pour dépasser, encore faut-il recevoir. Voilà. Donc moi j'ai du mal à concevoir l'éducation autrement que par conservatrice, avec l'originalité de mettre parmi les valeurs cardinales de l'ICEP l'enracinement, c'est-à-dire le fait d'assumer, d'être enraciné dans une culture et une histoire pour porter justement cette vision sur le long terme qui manque cruellement, il faut bien le dire, à beaucoup de nos décideurs politiques.
sur le plateau d'LCI devant Adrien Gindre, qui vous demandait si vous pensiez à un retour en politique. Vous lui avez déclaré notamment que vous me demandez de savoir qui franchira la ligne d'arrivée alors qu'on n'a pas encore constitué l'équipe de départ. Est-ce que l'ICEP, c'est aussi un vivier potentiel pour justement constituer une éventuelle équipe de départ, pas forcément pour vous d'ailleurs, mais pour un projet conservateur tout simplement? Très simplement, moi j'utilise pas l'ICEP comme un levier personnel du tout. Je distingue d'ailleurs totalement les deux activités. En tant que directrice d'école, je ne m'interdis pas de pouvoir parler dans le débat public, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi je n'ai pas d'ambition électorale. Voilà, donc si je souhaite contribuer sur le plan des idées à faire avancer des choses, je le ferai volontiers, mais je ne suis pas du tout dans une stratégie électorale et je ne compte pas utiliser l'ICEP dans ce cadre-là, si tant est qu'un jour j'ai le souhait de revenir en politique. On va parler un peu plus de politique au sens littéral du terme. Patrick Buisson est passé sur LCI il n'y a pas longtemps. Il a notamment déclaré que le principal clivage ne sera plus gauche et droite, c'est libéral et antilibéral. Il n'a rien inventé dans le sens où effectivement c'est un clivage qui existait déjà. Est-ce que le fait que Patrick Buisson réaffirme ça aujourd'hui de manière claire, est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que vous partagez cette opinion de l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy? Alors moi je suis d'accord déjà dans le fait de dire que l'alliance des droites n'est pas une fin en soi. Enfin, c'est évidemment absurde, l'alliance des droites, ce qui est une fin en soi, c'est la défense de la France et des Français. Ça ne peut être éventuellement qu'une étape parmi d'autres dans le cadre de rassembler suffisamment pour contrer pour le coup l'idéologie progressiste, voilà, incarnée par Emmanuel Macron, qui recoupe d'ailleurs, disons-le, principalement un héritage de gauche, sincèrement, et plutôt anti-national. Et voilà. Je partage le fait qu'il existe un clivage libéral-antilibéral indéniablement, sur le plan philosophique du terme, disons-le, parce que le libéralisme philosophique, c'est pas tout à fait le libéralisme économique. Tout le monde, voilà, il y a peut-être des confusions qui sont parfois un peu faites. Le libéralisme économique lui-même, parfois, se confond avec l'économie de marché. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder là-dessus. Il y a même des libéraux économiques qui sont très protectionnistes. Même Adam Smith n'était pas du tout opposé à l'idée de protectionnisme. C'était pas comme Bastia. Donc voilà, il y a des subtilités parfois un peu compliquées à mettre dans le débat des idées. Ce qui est sûr, c'est que le clivage libéral-antilibéral est un clivage parmi d'autres qui se superpose à d'anciens et de nouveaux. Je pense que le clivage droite-gauche continue en partie d'irriguer la vie politique française. Pas forcément là d'ailleurs où s'y trouvent les partis. Mais il y a aussi, voilà, en effet, un clivage mondialiste nationaux, les clivages territoriaux entre les métropoles et France périphérique. Je pense qu'aucun ne décrit parfaitement les antagonismes politiques, mais que tous, d'une certaine manière, contribuent à nous éclairer. En tout cas, les antagonismes politiques s'éclairent de plus en plus. On l'a vu chez les Républicains, avec un départ massif de la part centriste très libérale des Républicains qui part chez Emmanuel Macron. Une partie qui reste, mais qui en même temps crée son groupuscule. Pendant ce temps-là, le Rassemblement national qui essaye de dire mais ceux qui partagent notre projet, venez. Est-ce qu'on s'oriente vraiment vers ce bipartisme LREM d'un côté, Rassemblement national de l'autre? Est-ce que finalement cette UMPS dénoncée à l'époque par le Front National, est-ce que ça va pas devenir un espèce d'LREM-RN qui va justement mettre à mal, pourquoi pas, la démocratie, et justement qui va aussi fermer les portes à une possible alliance des conservateurs en fait? Alors moi, je pense pas du tout qu'on puisse faire une analogie entre l'UMPS et le RN et le LREM d'un autre côté, puisque l'UMPS c'était justement une formule amusante pour signifier que la pratique du gouvernement était la même malgré des antagonismes de programme dans les campagnes. Donc je pense pas du tout que le RN ait la même vision de la société que LREM, et il l'assume en tant que tel. Donc je pense que quand même, faut savoir reconnaître ça, c'est important. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, la débâcle de LR peut être une opportunité de clarifier la vie politique française. D'un côté, entre en effet une grande partie des élus LR qui sont, disons-le, plutôt centro-compatibles, donc plutôt amenés inexorablement à s'allier avec Macron. Et puis une autre partie, reste à savoir si elle bougera ou pas, moi j'ai pas la réponse, qui est plutôt voilà, une partie de droite issue du RPR qui pourrait travailler avec le RN en gardant ses particularités, qui jusqu'ici a été complètement enfermée dans cette religion du cordon sanitaire imposée par la gauche, prisonnière d'une forme de terrorisme psychologique de la part de cette gauche qui désigne finalement avec qui on a le droit de parler ou de ne pas parler.
alors même que beaucoup de positions devraient amener les gens naturellement à se rassembler. Donc voilà, que LR soit totalement happé par LREM ou que finalement on émerge peut-être une force un peu différente, dans tous les cas, je pense que ce sera bénéfique pour que les Français puissent se positionner au mieux demain. L'hypothèse Éric Zemmour qui avait été dite un temps au moment des européennes, qui revient un petit peu en mode pourquoi pas Éric Zemmour. On a l'impression, on ne sait pas si on est dans le roman de Geoffroy Lejeune et la réalité. Est-ce que selon vous, il y aurait une possible alternative Éric Zemmour ? Moi, je trouve qu'Éric Zemmour a beaucoup de talent, ça c'est indéniable. Il l'a démontré en particulier d'ailleurs pendant ces européennes face à Daniel Cohn-Bendit. Il y a eu un débat très politique, mais en même temps technique, chiffré. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Mais ce que je dis pour Éric Zemmour vaut pour tout le monde. C'est-à-dire quand j'ai dit sur LCI, on ne va pas désigner qui va passer la ligne de départ alors qu'on n'a pas, la ligne d'arrivée alors qu'on n'a pas constitué l'équipe de départ. Elle vaut pour tout le monde. À partir du moment où on n'a pas de visibilité à 6 mois, que la recomposition politique va très vite, c'est quand même très compliqué de pouvoir affirmer aujourd'hui qui serait légitime, où et comment, surtout pour une élection qui aurait lieu dans 3 ans. Voilà. Donc qu'il y ait des gens qui bougent, qui prennent des initiatives, c'est très bien. Au contraire, plus il y a d'initiatives et plus ce sera positif. Et Éric Zemmour a très vraisemblablement un rôle à jouer. Mais je pense que lui-même d'ailleurs serait d'accord avec ça. C'est quand même un peu tôt pour pouvoir affirmer qui serait en mesure demain de pouvoir contrer à lui seul le camp progressiste. Et dernière question pour les municipales, on a énormément d'initiatives, en tout cas qui sont en train d'être faites sur des listes d'alliances, LR, RN, DLF. Est-ce que cette stratégie, selon vous, peut être la bonne ? Ah bah moi je milite pas pour des fusions de partis, de principes. Je pense que je milite pour des alliances de personnes. Je l'avais fait déjà à l'époque quand j'étais au RN. Je souhaitais qu'on mette en place des listes blanches. Ça veut dire qu'on identifie à l'époque au sein de LR des élus qui s'étaient manifestés par leur cohérence, leur proximité avec nous, leur honnêteté et qui pouvaient de ce fait bénéficier ou d'un désistement ou d'une alliance de circonstances justement pour éviter qu'une personne en face soit qui est du camp de gauche, disons-le, puisse être élu. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleure élection pour ce genre de pratique que les élections locales qui devraient naturellement appeler à dépasser les chapelles pour se réunir sur des projets et sur des idées. Voilà, donc ça peut être une étape très intéressante et qui va être assez révélatrice et qui pourrait demain peut-être conduire à quelque chose de national qui pourrait aboutir à terme à, pourquoi pas, une coalition gouvernementale comme on l'a vu dans d'autres pays d'Europe entre des ministres qui seraient élus finalement de courants politiques un peu différents mais qui s'accorderaient sur l'essentiel. Évidemment autour des sujets régaliens, de la puissance et de la souveraineté française, de la prospérité économique et bien évidemment de la question de l'identité et de l'immigration.